Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Patrimoine thématique, donc comme je le disais, tous les vendredis consacrés aux actualités du marché de l'art, des actualités que nous allons découvrir avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille Aoudjan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille ? Alors cette semaine, je vous propose de faire un petit tour du côté des bandes dessinées. Il y a une vente Arcurial mercredi dernier, une vente de 28 originaux d'Enki Bilal. Les vacations totalisent 1 179 000 euros. Alors, l'œuvre phare, c'était un dessin réalisé pour la couverture du 4e tome de la tétralogie du monstre. Ce dessin a été vendu pour 126 000 euros entre la fourchette basse et la fourchette haute. Alors c'est l'artiste lui-même qui cède ses œuvres et avec cette vente, il confirme sa cote. C'est l'un des artistes français qui se vend le plus. Selon Artprice, son prix record atteint 350 000 euros pour une vente qui a eu lieu en octobre 2015 à Hong Kong chez Spink en partenariat avec Arcurial. L'artiste attire particulièrement pour la qualité de ses dessins mais aussi son univers créatif et les histoires qu'il raconte. Alors là, vous nous avez parlé d'une œuvre vendue à Hong Kong. En ce qui concerne les Français, ils sont attirés, eux, par le 9e art ? Oui, selon l'analyste de données GfK, les Français sont très friands de BD. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur, le marché de la BD ne cesse de croître depuis 2016. 53 millions d'exemplaires de BD ont été vendus en 2020, une très belle année qui fait plus 9% par rapport à 2019, pour un chiffre d'affaires d'à peu près 600 millions d'euros. Les BD représentent aujourd'hui un livre acheté sur 5 en France. Alors, comment parler des actualités dans le monde de l'art, Sybille, sans parler des NFT ? On en parle chaque semaine depuis le début de cette chronique. On en parlait encore la semaine dernière. Il y a un rapport Hiscox qui donne des précisions sur les ventes de ce secteur. Voilà, alors c'est un rapport Hiscox qui est dessiné sur l'art en ligne. Bon, l'art en ligne a forcément explosé cette année, mais ce qui était intéressant de voir, c'était l'évolution du rapport des plateformes de vente d'art en ligne avec toutes ces nouvelles technologies, blockchain, NFT, etc. Déjà, on remarque que 13% d'entre elles acceptent déjà les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Et puis, cela va aller en progression parce que 38% d'entre elles prévoient de le faire d'ici un an, une hausse notable par rapport à l'année dernière, ils étaient seulement 15%. Et puis pour ces plateformes, elles se tournent de plus en plus vers la blockchain, un bon moyen pour leur business, par exemple de sécuriser une base de données internationale pour les œuvres existantes, mais aussi une meilleure manière d'authentifier les œuvres. Et alors, est-ce que toutes ces réflexions ne viendraient pas du fait qu'il y a des ventes en hausse, que ce soit en montant ou en nombre, justement, en ce qui concerne les œuvres NFT ? Tout à fait, elles sont déjà 14% à intégrer les NFT dans leurs offres et 38% envisagent de le faire dans un futur proche. Alors pour rappel, les ventes d'œuvres d'art et collections cryptées en NFT depuis le début de l'année ont atteint 3,5 milliards de dollars cette année. Et alors, retour dans le monde physique maintenant, Sybille. Cette semaine, une nouvelle union de galeries a vu le jour. Oui, c'est une association de galeries internationales, donc ce qui est plutôt rare. Elle se fédère sous le nom de International Gallery Alliance. Ce collectif est animé par un comité d'organisation de 21 galeries, Sadie Coles, Blumenpo, Stevenson, Carlos Ishikawa, mais aussi la galerie Crève-Cœur. Cette alliance rassemble des marchands du monde entier, du Guatemala à Hong Kong. Elles veulent se positionner sur les questions technologiques, comme on vient d'en parler, sur les foires, mais aussi les enjeux environnementaux. Alors une sorte de forum de discussion pour prendre des décisions communes alors que le Covid a particulièrement fragilisé les galeries. Pour l'instant, il y en a 163 qui se sont fédérées. L'objectif est d'en rassembler 300 et les organisateurs ont fixé les frais d'adhésion à 750 euros. Et alors, on finit avec un focus sur la foire Frieze qui a lieu en ce moment, Sybille. Difficile à dire, oui. Elle a lieu à Londres, comme d'habitude, et le Brexit peut-être la fragilisera car The Art Newspaper a interrogé plusieurs galeristes qui ont témoigné de leur mécontentement. Elle interroge le galeriste français Alex More, cofondateur de la galerie parisienne More Charpentier et exposant à la foire en ce moment même.
Pour lui, il a été extrêmement difficile de faire passer leur art à travers les douanes britanniques. Il explique: notre camion a été retardé à Douvres pendant 2 jours, donc de nombreuses difficultés pratiques pour faire passer les œuvres au-delà de la Manche. Le manque de clarté de ces règles a encouragé certaines galeries à ne pas participer à la foire cette année. Des difficultés en lien avec le Brexit, du coup, Sybille, il y a d'autres problèmes ou c'est uniquement celui-là? Alors pour Artprice, Londres doit aussi craindre une montée de plus en plus forte de la Chine. J'ai repéré cette citation de Thierry Hermann qui remarque que Christie's, Sotheby's et Phillips choisissent aujourd'hui de mettre en vente certains chefs-d'œuvre occidentaux en Asie plutôt qu'à Londres. Donc pour lui, le marché se tourne vers l'Est. Et ça tombe bien parce que justement, on va pouvoir en parler avec Ophélie Guiraud, responsable du département art contemporain chez Agut. Bonjour Ophélie Guiraud. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On a écouté la chronique de Sybille. Est-ce que vous constatez, vous aussi, que le marché de l'art se tourne de plus en plus vers l'Est et vers l'Asie? Oui, absolument. Alors nous, ça fait plusieurs années chez Agut qu'on se tourne également vers l'Asie. On voit vraiment une recrudescence d'acheteurs asiatiques dans beaucoup de domaines, donc bien sûr dans le domaine du mobilier asiatique, donc ils rachètent en fait les œuvres qui sont sur notre territoire. Ensuite, il y a également des artistes du début du XXe siècle qu'ils rachètent également, donc qui ont vécu en France, qui sont allés aux Beaux-Arts de Paris et voilà, qu'ils rachètent aujourd'hui. Donc beaucoup des artistes asiatiques qui ont vécu en France. D'accord. Exactement. Okay. Et après, on voit également en art contemporain, alors ils se tournent vers des artistes asiatiques et également vers des artistes européens. Et ça, c'est des œuvres qui sont vendues sur le sol asiatique? Sur le sol français, chez nous, chez Agut. Mais alors, sur le sol asiatique, est-ce que, parce que là, on a Thierry Hermann qui parlait de ces œuvres occidentales qui sont vendues là-bas, est-ce que les Asiatiques sont de plus en plus attirés par ce type d'œuvres, ou alors c'est plutôt des ventes d'artistes asiatiques? Ils sont attirés. Alors, on parle de ventes qui se passent à Hong Kong. Nous, les Asiatiques, achètent beaucoup en France et ils sont attirés. Alors, j'ai pas exactement saisi votre question. Est-ce que je voudrais pas me... Mais en fait, moi, je voulais vraiment parler des acheteurs asiatiques sur le territoire en Asie. Oui. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la Chine cumule 40% des ventes d'art contemporain mondiales? Et qu'est-ce qui fait que ça s'est déporté, que le pôle s'est déporté du coup en Chine et non plus en Europe comme avant? Alors déjà, voilà, il y a beaucoup plus de richesse en Asie et donc du coup, il y a, je pense, de la spéculation et aussi le désir de racheter en fait des œuvres asiatiques qui sont en Europe ou voilà, en Occident. Est-ce qu'il y a certaines œuvres en particulier qui attirent là-bas? Qu'est-ce qui est le plus acheté? Qu'est-ce qui est le plus acheté? Alors, il y a beaucoup de peintres asiatiques, comme Xu Teixun, Zhao Wuqi. Après, il y a également beaucoup de peintres asiatiques du début du siècle. Alors, quand on dit Asie, c'est Vietnam, beaucoup, avec le faux vu qu'à Odam. On a vraiment une spécialité chez Agut, voilà... sur ces œuvres asiatiques, sur ces œuvres asiatiques, exactement. Et après, bien sûr, il y a tous les objets et le mobilier asiatique, mais plus ancien, qui plaît également. Et vous me parlez du Vietnam, du coup, c'est pas forcément que la Chine qui tire les ventes, il y a aussi le Vietnam. Est-ce qu'il y a d'autres pays? C'est surtout le Vietnam en ce moment et la Chine. Alors, c'est intéressant comme tendance, parce que de ce que je comprends de vos réponses, en fait, finalement, le marché asiatique avec les acheteurs asiatiques grossit, mais pour acheter finalement de l'art asiatique qui avant était vendu à une clientèle européenne ou en tout cas occidentale, c'est ça ou... Alors, ça fait quand même plusieurs années que le marché des acheteurs asiatiques est très présent. D'accord, oui. Donc, du coup, on peut vraiment dire que, voilà, traditionnellement, ce sont beaucoup les Asiatiques qui achetaient ces pièces. Dans une logique de récupérer en fait un patrimoine national qui était vendu du coup en Occident. Oui, donc ça c'est pour les choses plus anciennes ou du début du XXe siècle. Et après, l'art contemporain, voilà, ça peut faire partie de cette démarche-là, mais c'est également de la spéculation. Et on voit que, en plus d'acheter des artistes asiatiques, ils se tournent également vers les grands noms occidentaux. Est-ce que les ventes en ligne ont permis de lisser les frontières et du coup, vous pourrez peut-être constater qu'il y a plus d'acheteurs chinois quand vous les avez au téléphone, quand vous faites vos ventes en France? Je pense que plus que les ventes en ligne, c'est Internet en général. Nous, on a fait peu de ventes en ligne, en tout cas d'œuvres importantes. Ce qu'on remarque, c'est que la diffusion de nos ventes marteaux en ligne, absolument
en fait, favorise en fait voilà, la venue d'acheteurs internationaux. Après, c'est vrai qu'on les a beaucoup au téléphone, mais le fait de pouvoir suivre la vente en temps réel les rassure. Oui. Absolument. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir une œuvre en France? Est-ce qu'on pourrait imaginer la vendre en Chine en espérant avoir une cote plus élevée? On peut espérer la vendre en Chine. En tout cas, je dirais plus que la Chine, plutôt se diriger vers Hong Kong. Cela implique des coûts, beaucoup de coûts d'assurance et puis de transport. Je pense qu'on peut, voilà, pour une œuvre à peu près entre 100 et 300 000 euros, compter entre 4 et 15 000 euros de transport et d'assurance. Je pense que ça peut vraiment dépasser ces montants pour des œuvres beaucoup plus importantes. Je pense qu'aujourd'hui, le marché est vraiment global. Grâce à Internet, on arrive à toucher tous ces acheteurs. Par exemple, nous, on fait beaucoup de publicité, même dans les magazines papier qui sont présents à Hong Kong et en Chine continentale. Voilà, donc je pense que la visibilité des ventes est vraiment globale et qu'on peut vendre aussi bien une œuvre en France que là-bas. Alors, je rebondis sur la fin de la chronique de Sybille qui nous disait que Londres devait faire attention parce que le marché de l'art se tournait vers l'Est. Oui. Vous, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que vous avez des acheteurs asiatiques chez Agut qui achètent du coup de l'art asiatique. Vous constatez quand même qu'il y a une montée en puissance récente ou c'est vraiment un mouvement de long terme ? Sur certains artistes et sur l'art contemporain, absolument, on voit une montée en puissance sur des nouveaux noms. Par exemple, on a vendu plus de 600 000 euros à un Georges Mathieu l'année dernière. Et sur 7 acheteurs, il y avait 3 Asiatiques. Voilà, donc ce qu'on n'avait jamais vu avant. Est-ce que ce serait un nouveau moyen de les attirer? Est-ce que c'est des œuvres en fait, qui attirent particulièrement les Chinois? Depuis peu. Ouais. Et bien sûr, le fait d'en avoir, en fait, les attire et nous, voilà, et nous permet de grandir notre base de données d'acheteurs. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, Hong Kong serait un accélérateur pour la cote de certains artistes? J'en suis pas sûre. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, vous voulez dire être vendu à Hong Kong? Est-ce que si on est vendu à Hong Kong, du coup, on aurait une dimension, une aura internationale qui ferait que, du coup, on aurait une cote particulièrement mise en avant? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt le travail de la maison de vente où, voilà, qu'elle se trouve à Hong Kong, à Paris ou n'importe où dans le monde. C'est plutôt son travail de promotion de l'œuvre qui fera ce travail-là, plutôt que le lieu. Et alors, moi, j'ai une question sur les NFT, parce qu'on y revient très régulièrement, que ce soit NFT ou art numérique de manière générale. On en parle donc comme quelque chose d'innovant, quelque chose de global. Vous constatez, vous qui êtes un peu plus spécialisé sur ce segment asiatique, que là aussi, comment est-ce que vous regardez cette évolution vers le crypto-art ou l'art numérique ou les NFT ? Je pense que c'est un début. Comme tout début, il y a des excès. Exactement. Je pense qu'il y a des excès. Après, je pense qu'il y a certaines ventes qui marchent très bien et puis certaines autres qui ne marchent pas. Je pense qu'il faut trouver le bon moyen de les faire avec peut-être des curators ou des. Je pense que se lancer comme ça dans les NFT, dans le marché des NFT, c'est complexe seul est ouais. très complexe, absolument. Merci beaucoup Ophélie Guiraud. Je rappelle que vous êtes responsable du département art contemporain chez Agut. Merci de nous avoir éclairé un petit peu sur cette tendance du marché de l'art qui se tourne vers l'Asie, mais ça ne date pas d'aujourd'hui finalement, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais ça s'accélère en tout cas aujourd'hui. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.